Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hors Focus, le podcast. Ça fait des semaines et des semaines qu'on attendait d'être derrière le micro, donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ceux qui connaissent déjà les épisodes précédents, on reçoit ici soit des gens qu'on a rencontrés dans notre métier avec des entrevues, des documentaires, ou alors des personnes qui partagent la même passion, le même métier. Donc aujourd'hui, on est super heureux de recevoir Lucas Renaud. Merci. Qui est réalisateur, un jeune réalisateur. Je peux dire jeune parce que tu es quand même plus jeune, bien plus Oh, ouais, jeune ouais, que moi. ouais, On n'est ouais. pas de la même génération. Je me sens papa à côté de toi. Lucas, toi, t'es né à Montréal Ouais, de ouais, ouais. parents français, mais t'es né à Montréal. Hein. C'est ça. Donc, mon père est né en France. Il est venu ici quand il avait 16 ans, je crois. Et ma mère, ses parents sont français, donc je la considère française, mais elle est née à Montréal aussi. À Montréal. Et moi, je suis né à Montréal, voilà. Je suis né, j'ai grandi ici toute ma vie. Puis t'as grandi à la française un peu ou plutôt Bonne petit question. Je québécois? pense que c'est un bon mélange des deux pour vrai. Je pense que mes parents, on a beaucoup, on a des habitudes un peu comme, je sais pas, mes grands-parents étant français, on a toujours mangé à la maison comme très à la française et toutes les expressions, ça tournait un peu à la française, mais avec un côté québécois un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est un bon mélange des deux pour vrai. C'était Et pas. tes études, tes écoles, par exemple, la maternelle, la primaire, c'était des écoles. Ça, c'était en fait la maternelle. De la maternelle à la troisième année, je suis allé dans une école complètement anglophone. Ok. Je pense que mes parents, le but, c'était vraiment de, ouais, de m'initier à l'anglais, de me jeter là-dedans. Même à la garderie et tout, c'était très anglophone aussi. Donc, dès un jeune âge, j'ai vraiment pu, comme tous mes meilleurs amis étaient anglophones, j'allais chez eux, les parents étaient anglophones. Donc, je perdais même à un moment donné mon français. Ma mère était presque inquiète parce qu'on était une famille francophone qui parlait français à la maison. Et ma mère était inquiète, je perdais mon français. Et à partir de la quatrième année, j'ai changé d'école pour une école francophone. Je sais plus exactement pourquoi, je pense que c'était un truc de loi au Québec. Si t'as des parents Ouais, tu dois aller francophones, en école. un truc du genre, ouais, pour les détails, je les connais pas trop, mais un truc du genre. Donc là, de la quatrième à la sixième année du primaire, c'était en francophone. Mais c'était pas un cursus français avec l'éducation Non, nationale. non, 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 c'est c'était vraiment. pas genre. Il y a une école qui s'appelle Marie de France à Montréal qui est un peu cursus français. C'était pas de ce genre-là, C'était pas non. ça. C'était vraiment juste une école. Mais le fait de changer un peu de passer d'un milieu anglophone à Mhm. 100% à francophone, est-ce que ça a changé ton cercle d'amis, tes amitiés, ta façon Bonne de. question. C'est sûr que tous mes amis anglophones, je les ai presque perdus de vue. L'adaptation était quand même assez dure, je dirais, mais pas niveau langue, parce que je parlais quand même français à la maison. Donc, de passer à une école française, pour moi, c'était juste me replonger dans le français, c'était correct. Mais au moins, j'avais eu une bonne partie d'anglophone dans ma vie, beaucoup. Donc, à ce point-là dans ma vie, j'étais comme super bilingue, et là, je le suis encore. Donc, honnêtement, je suis très content d'avoir pu comme faire deux cursus scolaires vraiment comme que anglo, que franco. Et là, comme je suis C'est quelqu'un de super bilingue aujourd'hui, donc c'est sûr que maintenant ça t'aide ouais, ouais, pour ce que clairement, tu veux clairement, devenir, quoi. clairement, clairement. Et d'ailleurs, t'étais comment à l'école? Est-ce que t'étais un gamin un peu introverti? T'étais plutôt Hmm. le gars cool un peu Certainement pas le gars cool, cool, mais bonne question. Primaire, c'est un peu dur parce que tout le monde un peu se trouve encore, t'es encore jeune, mais disons secondaire, au quoi, à peu près. secondaire, je disais que j'étais pas trop, bah, j'étais pas nécessairement comme super populaire, mais je me tenais pas comme, j'étais quelqu'un d'introverti, mais dans mon groupe d'amis, j'étais souvent celui qui était le plus extroverti, disons, comme avec les gens que je connaissais bien et que j'étais super confortable, genre je me laissais vraiment aller, aucune barrière et tout, mais à l'école en tant que tel, j'étais pas celui qui était comme super social non plus. Je faisais mon truc un peu, je restais dans ma zone, voilà. Et t'étais plutôt dans les sportifs ou t'étais déjà un peu geek? Bah, je dis, Euh, t'étais déjà, je sais pas si t'es geek, mais en tout cas, je me dis, pour faire de la ouais, vidéo, ouais, faut quand ouais. même aimer un peu ça aussi. Ben alors, j'ai toujours eu un côté un peu créatif, donc dès un jeune âge, j'ai vraiment comme, je voulais être BDiste en fait, c'était comme la Ah première ouais, ok. chose que je voulais faire. Donc non, c'est pas vrai. En fait, à la garderie, je pense que je voulais être comme astronaute, un truc. Je pense que c'était mon Normal. premier, ouais, Ouais, voilà. normal. Et là, ouais, je lisais tellement de BD, genre Titeuf, des trucs vraiment genre peut-être plus français. Donc, je lisais beaucoup de Titeuf, je lisais, ouais, ça, beaucoup de BD françaises. Et donc là, ça m'a juste comme ouvert les horizons au dessin. Et là, comme là est parti vraiment mon intérêt pour tout ce qui est créatif, tout ce qui est art. Et donc, je faisais vraiment des dessins, mais à la mode, en mode genre doodle, tu vois, des petits doodles, Exactement. des trucs de BD. Et c'est ça, donc là, le dessin, c'était vraiment, ça faisait une grosse partie de ma vie. Et je voulais être BDiste. Et Tu dessines encore aujourd'hui, là, t'as je encore? dessine aujourd'hui dans mon temps libre et tout. Avant, c'était vraiment beaucoup plus. Là, je suis très occupé avec ce que j'ai à faire dans le monde de la vidéo. Mais
Ouais, dans mon temps libre, quand j'ai rien à faire, tu vois, je mets des écouteurs et là, je laisse juste le crayon me guider. Je dessine rien nécessairement qui me vient par la tête. En fait, je laisse juste la musique me guider. À la fin, ça devient quelque chose. C'est très abstrait, en fait, ce que je dessine, c'est Ok. dans mon temps libre. Donc, c'est ça. Donc, en fait, pour en revenir au secondaire, je dessinais beaucoup et j'ai gardé. Ouais, j'ai évolué vers la vidéo petit à petit. Mais c'est sûr que je faisais beaucoup de sport dans ma jeunesse. J'ai vraiment touché à tout. J'ai fait de la natation, du soccer, j'en J'ai fais vu dans ton encore. CV justement ouais, que tu étais pas mal investi dans le soccer. Beaucoup de Ouais. soccer, ouais. Mais sinon, ici par là, tu sais, j'ai fait de la natation, du hockey, football américain. J'ai fait une année au secondaire, j'ai détesté ça. C'était horrible, j'ai quitté. Ouais, un peu de tout, un peu de tout. Sportif, mais le niveau créatif au fin fond, c'est ce qui me tenait à cœur, vraiment. Donc tu dirais plutôt enfance heureuse quand même. Certainement, certainement. T'es Ouais, content ouais, de ouais. ces années-là. Est-ce que Ah, certainement. t'as beaucoup de souvenirs de ces années-là ou en général, bah, t'es quand Ouais, ouais, même, ouais, c'est pas si loin encore, mais C'est pas si loin non plus, mais j'ai quelques instants, on dirait, de souvenirs des moments. Genre, si tu me demandes, est-ce que tu te souviens de tel moment et tout, j'ai beaucoup d'anecdotes. Genre, je pourrais te nommer des anecdotes et tout, mais en tant que tel, comment je me sentais dans ces années-là, ça dépend à quel point tu vas loin là. Mais dans mes débuts d'adolescence et tout, c'est assez récent pour moi, puisque c'est environ il y a quoi, 8 ans peut-être. C'était dans mes débuts de vidéo en fait, et pour vrai, j'étais tellement dans mon monde et tellement obsédé par la vidéo, puisque c'était nouveau pour moi, c'est ce que j'adorais faire, que je pourrais le réciter par cœur après ces années-là, puisque genre j'ai comme pris conscience de ce que je faisais finalement, tu vois ce que je veux dire? ouais, Je sais ouais. pas si je m'exprime Ouais, bien, mais absolument. ouais, ouais, Je ouais. comprends bien. D'ailleurs, ça me fait penser comment bah, t'es venu à la vidéo comment en fait? Est-ce que t'étais un gros mangeur de contenu vidéo ou est-ce que c'était parce que j'imagine qu'au début à la maison, est-ce que t'avais déjà de quoi tourner, enregistrer, t'avais En fait, c'était... Comment ça a commencé de base? Je pense que, en fait, j'ai commencé. Il y avait une application dans le temps, elle a été terminée, je pense, en 2016. Vine, ça s'appelait. Je sais pas si Ok, tu vois non, c'est je connais quoi. pas. Des petites vidéos, encore plus courtes que TikTok, là. C'est vraiment genre des petites vidéos de 6 secondes. Et c'était des sketchs, vraiment genre des blagues que les gens faisaient, mais c'était 6 secondes max. Donc c'était vraiment ça le concept. Et c'était vraiment des vidéos drôles qui se consommaient vite. Et là, on est habitué à la consommation rapide et tout ces jours-ci, mais Ouais. dans le temps, c'était super nouveau. Tu vois, des trucs de 6 secondes, tu scrolls et il y en a une nouvelle. Et là, comme je pense, comme presque tout le monde de mon âge dans le temps, j'ai téléchargé l'application, je faisais des petits sketchs à la maison que je publiais sur mon Instagram. Dans le temps, je devais avoir peut-être comme 12 13 ans, début du secondaire. Et de là, peut-être, a commencé peut-être une étincelle pour le monde de la vidéo, mais peut-être plus le storytelling. Euh, Donc c'était sur smartphone au début quand t'as commencé, ouais, c'était voilà. sur un Mais ce smartphone, qui a puis tu commencé vraiment, vraiment, vraiment le tournage, c'était à Noël, j'avais demandé je cherchais un peu ce que je voulais comme cadeau et là on a trouvé avec mon père l'idée d'une GoPro et là je me suis dit ça pourrait être cool une GoPro. Donc là la première GoPro, vraiment la GoPro Hero, de base, c'était ma première caméra et je pense que j'étais allé faire de la luge ce jour-là ou comme pendant les fêtes et j'avais tourné juste une vidéo de moi qui faisait de la luge et là juste à partir de là t'as eu ça ton a juste déclic. commencé. Et Ouais. tu penses que c'est ta toute première vidéo Quand j'y pense, ouais, je pense qu'elle est encore c'est sur ton mon Instagram si tu scrolls tout en bas. Je pense que c'est ma toute première vidéo, si j'y pense vraiment fort, 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 ouais, avec une vraie caméra, ouais, la GoPro. Ok, donc GoPro déjà et téléphone cellulaire quoi. Pas mal, ouais, Ouais, c'est juste ça, c'est ouais. juste ça. Et de là est Tu venu, faisais déjà un peu de montage avec pareil sur le téléphone ou t'avais déjà je pense que c'est ça, mon premier logiciel de montage, c'était WeVideo, ça s'appelait, je pense, sur le téléphone. Et je réussissais à, c'est ça, les uploader mes vidéos sur mon ordi, en fait, après les avoir sur mon téléphone, je pense, ou un truc du genre. Et je les uploadais sur Instagram. Et en fait, c'est ça, c'était vraiment juste la GoPro. Au début, je faisais n'importe quoi. Je pense il y a une vidéo de moi qui faisait du skateboard dans le parc. Il y a une vidéo de moi je pense qu'on est allé juste faire l'épicerie ou de quoi. Et j'avais juste mis la GoPro dans le chariot et je me suis amusé à juste filmer ma journée. Petit montage de base. Et en fait, je l'uploadais sur YouTube. Et là, j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2014. 2014 donc j'allais te poser la question, c'est les débuts de ta vie C'était le début environ en de- 2014. Peut-être vers 12 ans, je pense. Ok. Donc toi, tu es déjà arrivé en fait avec, je me rappelle plus exactement, c'est les premiers smartphones, les premiers. Ouais, je pense que j'avais un Android dans le temps Je pour crois que c'est arrivé en 2010, un truc comme ça. Donc ça se peut. Donc j'étais ouais, quand même dans les débuts. tu Là. déjà dans les débuts Ouais, ouais, ouais. des choses faciles pour tourner, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. pour s'essayer. Ouais. Ouais, voilà. Euh, quand tu revois tes premières vidéos, est-ce que t'en es fier, ça te fait rire, C'est drôle parce t'aurais que envie de les enlever? Est-ce que t'es toujours ce que t'as tourné hier, tu te dis ouais, c'est acheté, c'est plus bon et que c'est sûr que c'est genre ce genre-là. il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça et comme c'est sûr parce que en fait, c'est ça depuis 2014,
j'ai grandi ma chaîne YouTube et il y a un moment où je voulais devenir un YouTuber, peut-être jusqu'à mes comme 16-17 ans. Après, ce rêve-là est parti, mais de mes 12 à 16 ans, j'ai envie de dire, je voulais être un YouTuber, je voulais créer du contenu et j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube encore à ce jour qui en mode genre vraiment des trends là, tu vois, des trucs YouTuber comme salut tout le monde, blablabla, et là je faisais des petits challenges. J'en ai vu quelques-uns. Ouais, ouais, ouais. Ils sont cool. Ils sont encore là-dessus et justement ça revient à ta question, comme quoi j'ai pas envie de supprimer ces vidéos-là parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, de ce que je suis. Il y a beaucoup de gens que je connais, que ce soit des musiciens ou des artistes dans n'importe quel domaine de l'art qui négligent un peu ce qu'ils ont fait dans le passé et qui le délitent en fait des plateformes et qui gardent juste ce qui est le plus récent. Mais moi, je pense que même si c'est super embarrassant et que c'est ouvert au public et n'importe qui peut aller voir ça, et tu sais, même moi, je cringe un peu en les regardant. Euh, des fois, il y en a peut-être une ou deux que j'ai enlevé parce que là, c'était vraiment trop, là, mais j'ai gardé la majorité parce que ça fait partie de moi et ça permet de voir la progression. Et quand je regarde, je suis fier de voir à quel point, tu sais, j'ai grandi et dans le temps, ce que je faisais, j'étais en amour avec. C'était comme. J'étais tellement fier de mes vidéos et là, en regardant, je suis comme. Ah, tu vois, c'est un peu cringe, mais juste savoir que dans le temps, pour moi, c'était tout ce que j'avais et j'étais tellement obsédé. C'est cool parce que ce que je fais en ce moment, je trouve ça encore mieux et je sais que ce que je fais en ce moment, dans 5 ans, j'aimerais pas, tu vois, Tu même si trouveras pour le moi, petit je trouve ça décalage, tellement bah oui. cool. Ouais. Donc c'est cool, je pense. Il faut juste l'assumer ce que tu faisais dans le passé. C'est rien d'embarrassant. Et ton rapport à l'image, justement, Mhm. parce qu'on a plus tendance à être derrière la caméra Ouais. que devant avec le métier qu'on fait. Est-ce que tu aimes bien ça quand même? Est-ce que c'est un exercice que tu aimes bien, être devant, prendre la parole Ben là, c'est sûr que ça fait longtemps. Ben là, le podcast, en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est la première fois depuis longtemps que je suis devant la caméra. Mais c'est ça, jusqu'à mes 16 ans, j'ai envie de dire, j'étais juste devant la caméra, devant et derrière, forcément en même temps. Tu vois, je plaçais la caméra et je faisais tout, en fait, de A à Z. Mais en fait, d'où est venue la passion pour être derrière la caméra, c'était vraiment parallèlement à ça, juste en faisant mes vidéos YouTube, vraiment en mode YouTuber. Quand je partais en voyage avec ma famille, on allait genre au Mexique, un truc du genre. Je prenais ma GoPro ou la caméra que j'avais dans le temps. Je pense que c'était une Sony A5000. Je pense que c'était ma première vraie caméra autre style qu'une caméscope GoPro. un peu? C'est ça. Ouais. Je faisais des vidéos en voyage, mais pas en mode YouTuber, en mode genre vraiment montage de voyage, tu vois. Donc je filmais des images et je mettais une musique après en dessous. Et plus en mode cinématique. Et là, j'ai découvert un côté de moi qui était comme ah, ok, cool, c'est cool là, derrière la caméra aussi, faire quelque chose de plus créatif. Genre montage. Et là, j'ai découvert une passion pour le montage et pour être derrière la caméra et de faire des trucs beaux, tu vois, beaux à la place d'être devant et d'essayer d'avoir des vues et de grandir en tant que YouTuber. Là, le côté derrière la caméra, ça a commencé à m'intriguer. Et là, depuis j'ai grandi avec. Et là, je suis derrière la caméra jusqu'à ce jour. Ok. Donc c'était vraiment en faisant ces vidéos de voyage c'est ça qui m'a allumé. Dans le temps, en fait, je voulais être travel videographer, ça s'appelle. En fait, je voulais juste, je sais pas si c'est vraiment un terme ou une profession, mais dans le temps, je voulais juste voyager et pouvoir faire du contenu. En fait, c'était ça. J'avais une obsession avec ça. Mhm. Bah, sur YouTube, c'est sûr que tu retrouves beaucoup Beaucoup, de beaucoup. globetrotters aujourd'hui qui font ça. Des gars, la Beaucoup. van life aussi est très très Ouais, très ouais, développé. j'étais obsédé avec ces youtubeurs là. Je voulais être un Ouais. de ceux-là. Là. Je voulais être derrière la caméra, voyager le monde et filmer. C'était vraiment juste ça. Mhm. Ouais. Puis là, toi, t'es rendu maintenant, parce que juste pour resituer un Ouais. petit peu, t'es en train de finir ton université, t'es Voilà. à l'université Concordia Voilà. à Montréal, Ouais. et t'es en mode, rappelle-moi exactement, c'est quoi que tu fais? Je suis en film production, ça s'appelle, donc c'est le cinéma. Et je suis en deuxième année, donc je m'apprête à faire ma troisième, mais je risque sûrement de le faire en un peu plus que 3 ans, juste parce que je prends un peu moins de cours que la normale, juste pour pouvoir alléger mon horaire. Donc je risque de peut-être devoir faire peut-être 3 ans et demi, un truc du genre. Ok. Mais voilà, je suis dans ma deuxième année à Concordia et ça se passe bien à date, c'est très cool. Et t'arrives quand même à trouver un peu de temps de tournage pour toi, continuer un peu ce que tu fais actuellement malgré tout? C'est sûr que en ce moment, peut-être le plus gros défi dans ma vie, c'est juste de trouver une balance entre mon travail d'école et ce que je fais à l'extérieur. C'est sûr que ça devient dur des fois, tu vois, où mettre ses priorités. Mais à date, ça se passe bien. C'est sûr que c'est stressant de trouver cette balance-là. Mais justement, le fait de pouvoir prendre moins de cours dans ma semaine, ça l'allège.
et ça me permet de faire plus de temps pour mes vidéos. Donc, ouais, juste de trouver cette balance-là, honnêtement, c'est le but en ce moment et j'y arrive quand même pas mal bien. Donc. Et j'ai vu sur ton Instagram, tu as quand même pas mal de followers, puis tu as une belle petite notoriété dans le monde du rap un peu montréalais. Ouais. Comment t'es arrivé là-dedans? Est-ce que c'est une musique que tu écoutes à la base? Parce que j'ai vu que tu avais fait, si je me trompe pas, le festival Métro Métro. Ouais, exact. Donc, En fait, le rap, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. Et là, si on retourne en arrière un peu au cégep, dans ma dernière année de cégep, je l'avais fait en 5 sessions, mon cégep, à la place de 4, ce qui en fait décalait mon année. Et je graduais, à la place de graduer en avril, ou c'est quoi, en mai que tu gradues au cégep, et de rentrer à l'université en septembre, donc juste faire l'été, de rentrer en septembre. En fait, je terminais le cégep en décembre. Et les entrées à l'université dans mon programme en cinéma, ça rentrait juste en septembre de l'année d'après. Donc là, j'avais comme un 8 mois, peut-être de janvier à septembre, libre en tant que tel. Donc là, il fallait que je trouve quelque chose à faire, il fallait que je trouve une job. Et je regardais un peu autour de moi, je faisais des recherches. Et c'était comme fin 2021, j'ai envie de dire. Et dans ces eaux-là, c'était le moment où je me suis comme pris en main un peu. Et j'ai décidé, parce que je pense qu'initialement, j'avais parlé à quelqu'un que j'avais rencontré, je pense, sur un tournage. Et c'était quelqu'un qui filmait beaucoup de festivals de base et de concerts. Et là, j'avais demandé comment tu fais pour filmer, pour accéder à ces festivals-là et tout. Et je pense qu'il m'avait dit que lui, ce qu'il faisait, c'était il regardait en fait les têtes d'affiche ou les artistes qui performaient au festival, qui venaient à Montréal. Et il creusait sur Internet pour essayer de trouver les contacts, les managers et tout. Et il lui disait, écoute, je te fais une vidéo recap de ta performance d'1 minute pour les réseaux, gratuitement. Mais en échange, tu vois, lui, il a comme le bracelet pour la journée. Ça lui permet de grandir son portfolio et de filmer d'autres artistes durant la journée, juste parce qu'il a le bracelet qui lui permet d'accéder au festival. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas mal une bonne idée. Donc là, il y avait Oshiaga, festival montréalais, qui en octobre, je pense, parce que c'était la Covid, d'habitude c'est comme en août, durant l'été. ouais. Mais là, c'était vraiment une version vraiment plus petite. Et il y avait des petites têtes d'affiche et tout, pas des gros noms. Mais j'ai pu creuser, j'ai utilisé cette méthode-là et j'ai trouvé des contacts de managers. Et là, j'ai dû envoyer peut-être comme une trentaine d'emails et j'ai eu comme 2 réponses positives. Et donc là, j'ai pu filmer mon premier festival à vie. Et j'ai pu faire des recaps pour ces 2 artistes-là. Donc là, je me suis dit, ok, attends, le monde, genre, j'ai trop aimé parce que le rap, c'est quelque chose que j'aime de base. Et T'avais accès au backstage et ouais, tout, justement. Donc pour moi, c'était fou, là, comme être backstage à un festival. Déjà que j'étais pas allé à beaucoup de festivals dans le public dans ma vie. Là, c'était la première fois. Être en backstage. Festival Métro Métro, Ça, c'était Oshiaga, en fait. Ok. Oshiaga. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est ça, vraiment une version beaucoup plus petite, là, comme version Covid, un peu. Il n'y a pas des gros noms. Mais bref, ça m'a vraiment. Ça m'a mis dans ce monde-là de l'événementiel, le monde de. Tu sais, les artistes, la musique. Et j'ai filmé mes premiers concerts, et là, j'étais comme, ok, c'est trop cool. Et là. Donc c'est ça, j'avais commencé à avoir un peu une obsession pour ce monde-là, un peu de la musique et de la vidéo. En fait, filmer tout ce qui est artiste, tout ce qui est musique, concert, festival. Et les artistes d'ailleurs, ils sont comment sur les festivals comme ça, les têtes d'affiche un peu qui sont déjà un peu reconnues, ils t'acceptent comment quand tu vas backstage C'est sûr que quand t'as... C'est une bonne expérience ou... Ouais, c'est cool. C'est sûr que comme les grosses têtes d'affiche et tout, en fait, ça dépend de l'artiste. Des fois, il y en a qui sont égaux au max et tout et qui restent dans leur zone et tout, mais tu sais, c'est un peu... Si tu veux, j'en parlerai plus tard des festivals en tant que tel et mon expérience, comment je filme ça et tout, mais c'est très spécial parce que c'est n'importe quoi peut se passer, tu vois, il n'y a rien de prévu presque. T'es juste avec ta caméra et c'est genre film du contenu, tu vois. Mais non, c'est ça en fait, ce monde-là, pour avoir filmé Métro et des festivals, c'est ça, donc je cherchais une job après le cégep et j'avais trouvé cette compagnie montréalaise de médias qui s'appelle Montreality et eux, ils ont une chaîne YouTube. Ils sont basés à Montréal, mais ils font des vidéos avec des rappeurs à l'international. Ils font des entrevues avec eux. En fait, c'est vraiment ça leur truc. Et ils ont genre, je pense, comme 300 000, presque 400 000 abonnés sur YouTube. Et j'ai vu dans leur bio Instagram qu'ils cherchaient des creatives, n'importe qui, des vidéastes. Donc là, je leur ai envoyé un email. Et à ma surprise, comme 3 jours plus tard, ils m'ont répondu. Ils ont dit qu'ils m'acceptaient. Donc là, de 2021 à tout récemment 2023, quand j'ai arrêté de travailler avec eux, j'ai pu avoir un bon 2 ans de comme vraiment genre être dans l'industrie de la musique. Donc évidemment, je gardais la caméra dans les mains, je faisais quand même
mes vidéos, mais je filmais des rappeurs maintenant. Je filmais des artistes, que ce soit des festivals, des concerts, des entrevues. C'était tout ce qui est genre... tout ce qui était genre vidéo et rap, genre je le filmais. Donc là, à travers ça, j'ai pu grandir mon portfolio, filmer des concerts. Et cette année-là, en 2022, j'ai pu décrocher justement un contrat pour le festival Métro Métro, une compagnie de production qui prenait en charge l'aftermovie. M'ont trouvé et j'ai pu travailler avec eux. Et depuis, ben, ça a juste grandi. J'ai pu publier mon contenu, boum, boum, boum. Et... Est-ce que tu arrivais quand même à être payé un petit peu ou est-ce que c'est toujours... clairement. Ouais. C'est toujours un peu délicat au début quand on commence, on a tous connu ça là. Ouais, mais... c'est sûr. Dans mes débuts vidéo, c'était plus quelque chose qui était, même de mon côté, un peu plus tabou et tout. Parler d'argent, c'était nouveau pour moi, comme mes premières vidéos. Donc c'est sûr que en regardant, je me faisais pas payer comme je faisais beaucoup de travail gratuit aussi au début. Ouais. Mais non, éventuellement l'argent est quand même venu, donc c'était correct. Mais même avant ça, en 2021, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais mes premières vidéos vraiment de clients, c'était des trucs vraiment plus... je pense que j'avais fait des trucs d'architecture extérieure, où je filmais un entraîneur genre physique, je faisais des vidéos pour lui, beaucoup d'athlètes, des petites compagnies ici par là, des compagnies de vêtements à Montréal. Ça, c'était vraiment mes premières vidéos de clients et c'est ça qui m'a vraiment mis dans le monde de la vidéo, mais rémunéré, tu vois. Donc, des petits corpos. Ouais, voilà. Donc j'étais tellement habitué à faire des vidéos sur YouTube qui me rapportaient rien, juste pour le fun. Et là, finalement, je vois que je peux faire de l'argent avec en 2021. Genre dernière année de cégep, là j'étais comme ok, c'est cool, genre je peux vraiment comme me faire rémunérer en faisant des vidéos. Donc c'est ça qui m'a vraiment genre, c'était le tremplin en fait pour le monde de la vidéo. Et comment tu trouves comment t'as trouvé ta limite toi là-dedans sur le fait de travailler un peu gratuitement pour faire grossir ta banque d'images. Et puis tu sais, il y a un moment aussi, il faut être capable de dire que t'as besoin d'en vivre. Ça a été quoi toi ton... Bonne question, je pense. En vrai, le travail gratuit, j'en ai fait quelques-uns, mais pas énormément. Je me suis quand même donné des limites assez rapidement et j'ai pu quand même genre m'imposer des limites et dire aux clients avec qui je travaillais que ça c'était mon tarif, blablabla. Mais pour vrai, je pense juste le fait que j'étais encore jeune et que j'habitais encore chez mes parents, ben, j'y habitais encore, mais ça me mettait dans un monde que comme quoi, ok, je suis là pour expérimenter, pour avoir du fun, pour commencer, je commence encore dans le domaine, donc ça va, je suis encore nouveau dans l'industrie. Donc ça me dérangeait pas nécessairement de pas demander des gros tarifs, des trucs du genre. C'est sûr que si j'avais un loyer à payer et tout, ça aurait été une autre histoire, mais je pense que je me suis donné cette liberté-là un peu. Je me suis dit, ok, c'est correct pour le moment, tu sais, dans ma première année, de pas me faire payer extrêmement beaucoup, presque pas des fois. Justement parce que genre, je savais que j'étais en train de commencer et que j'étais là pour juste commencer à expérimenter et construire mon portfolio. Mais c'est sûr qu'une fois que j'ai un portfolio derrière moi, là, il n'y a plus d'excuses parce que là, j'ai des preuves de travail et là, je suis capable de demander un prix. Tu as commencé avec, comme matériel, tu avais toujours ta petite Sony ou est-ce que déjà tu avais upgradé pour quelque chose de... Je me souviens quelle caméra j'ai eu. Par contre, c'est les transitions, je sais plus. Je sais que ma première, justement, c'était Sony A5000. Donc, je sais plus pourquoi. Je pense que j'avais checké plein de tutoriels YouTube pour voir c'était quoi la meilleure caméra dans le temps à prendre, la moins chère, la plus économique et tout. Et je suis tombé sur la A5000. Donc, je l'avais prise. Et là, dans le temps, je faisais encore mes vidéos YouTube. Et pour vrai, c'était correct. Ça faisait la job. C'était pas fou, évidemment. Là, il n'y a pas de 4K ou rien. Là. Mais je sais même pas si ça faisait du ralenti. Je sais même plus. Mais bref, éventuellement, je pense un an plus tard, j'avais pris la A6000, qui est peut-être une petite coche au-dessus. Donc là, je pouvais faire du ralenti, je pense. Donc là, pour moi, c'était fou. Là, comme je pouvais filmer des trucs à ralenti pour mes vidéos de voyage. C'était parfait. Et sur les festivals, justement, tu y allais juste avec une caméra au point et c'était vraiment juste ça. Et je pense que c'est ça. Mes premiers festivals, c'était avec la A6000. Fin 2021 et tout, c'était mes premiers festivals. Donc c'est ça, la A6000, je l'avais encore et ça faisait la job. C'est sûr qu'en regardant, j'étais comme c'est pas fou. Et début 2022, quand j'ai décroché ma job chez Montreal, la compagnie montréalaise et tout, j'ai pris la A7S3 qui est encore ma caméra à ce jour. Et ouais, à ce jour, c'est toujours ma caméra et pour elle fait vraiment la job. Et au festival, c'est toujours dans la main, c'est toujours run and gun et tout, si tu veux, c'est vraiment comme ça. Et t'es quel genre de créateur, justement? Est-ce que t'as genre de créateur un peu comme moi, t'as toujours peur qu'il te manque de matériel, t'as toujours peur de la panne technique? Moi, j'avoue que je suis très préparé souvent parce que j'ai toujours peur qu'il se passe un truc. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai travaillé avec d'autres caméramans qui sont super... ils partent avec un truc très léger, peu importe ce qui arrive, de toute façon on aura des images, ça sera bon, le son il est cacane, c'est pas grave, on va trouver une solution. T'es quel genre de réalisateur? C'est dur à dire pour vrai parce que
c'est sûr qu'en plus des festivals et des concerts, ben, surtout je réalise des vidéoclips à Montréal. Ça, c'est toujours ça, ça a toujours été quelque chose de. Ok, c'est important d'être préparé et tout, parce que n'importe quoi peut arriver. Festival, c'est sûr que j'essaie d'être préparé le plus possible, mais c'est sûr que c'est tellement imprévisible un festival, tu sais jamais ce qui va arriver, si l'artiste va courir là, s'il va sortir du stage, s'il va marcher, blablabla, s'il va même te parler à la caméra. Des fois, tu essaies de les approcher, des fois, ils veulent pas te parler, des fois, ils veulent te parler. Tu sais jamais. Donc, juste de nature, un festival étant tellement imprévisible, il faut un peu que tu t'attendes à tout. Et si quelque chose se passe, par exemple, ça m'est arrivé de filmer, des fois l'audio était horrible, et là j'ai dû faire, oh merde, donc là j'ai dû peut-être l'improviser au montage, prendre une bande sonore qui imitait un peu, genre ce que là, tu vois, genre juste la synchroniser avec l'artiste. C'est sûr que les festivals, c'est ça, c'est de nature tellement imprévisible que il faut que tu t'attendes à tout en fait en tant que Ouais. vidéaste. Donc il faut que tu aies tout un peu sur toi, boum boum boum, tu changes de batterie, tu changes de lentille. Et en mode vidéoclip, par exemple, donc là, c'est sûr que c'est quelque chose de plus Ouais, préparé, ouais, un peu voilà, plus voilà, cinématique, on va beaucoup dire. plus, ouais. Donc, comment tu travailles là? Est-ce que tu as t'as des matériels, des lampes Donc, en fait, pour les vidéoclips, j'essaie de plus en plus. En fait, mes premiers vidéoclips, ça a vraiment été beaucoup plus run and gun. En fait, c'est ça l'expression qu'on utilise. C'est Ouais. plus, tu vois, tu trouves quelques spots dans la ville, tu te poses là, l'artiste fait une performance devant, tu le filmes, et en fait, tu fais juste synchroniser après au montage la chanson. Et ça arrête là, en fait. C'était Run juste and moi gun, tout est-ce que tu seul. as quand même quelqu'un qui te suit avec de l'éclairage un peu ou tu fais vraiment ça en Mes fonction? premiers, c'était moi tout seul, c'était vraiment Ok. solo. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui font encore ça, du run and gun. Ça marche, c'est sûr que c'est pas le plus créatif, tu peux pas être super ambitieux parce que tu es tout seul. Mais là, de plus en plus, je fais des productions qui sont un peu plus grosses. Tu vois, j'ai un crew autour de moi et j'essaie vraiment de me concentrer sur le réal seulement. Donc, j'essaie de plus en plus de délaisser filmer et d'avoir comme un DOP De la lumière un peu Ouais, plus. c'est ça, d'avoir un gaffeur, un DOP, tu vois, vraiment le nécessaire pour avoir une bonne production et d'être réal seulement. Parce que si je suis honnête, de devoir filmer, de devoir réaliser, en fait, de tout faire en même temps, Très compliqué. ouais, c'est compliqué. Je suis vraiment passé cette phase-là et tout de ma carrière, si on veut dire. Là, c'était vraiment dans mes débuts que je faisais tout seul. Mais c'est sûr pour les festivals, ça ramène ce côté de moi un peu run and gun tout seul parce que c'est ça qui est fun, parce que c'est tellement imprévisible. Tu peux pas être préparé avec un festival, t'as pas d'éclairage ou rien, tu dépends juste de toi-même. Puis c'est peut-être ce que les gens aussi, ils aiment de ton style aussi maintenant, dans ta façon de monter. Tu vois, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup Ouais, ouais, de... ouais, 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 ouais. C'est très léché quand même comme Ouais, ouais, méthode. ouais, ouais. Mais de plus en plus, justement, j'essaie de me concentrer sur vraiment de la qualité et tout dans mes vidéoclips. Avant, c'était sûr que c'était plus du mouvement et tout, du run and gun. Mais là, surtout dans les vidéoclips, j'essaie de vraiment me concentrer sur la qualité, vraiment se poser, vraiment que ça soit calculé, bien planifié à l'avance. Euh, et ce côté-là un peu plus fun de filmer, tu vois, le run and gun, je le retrouve dans les festivals, les concerts quand j'en filme. Donc, j'essaie de garder cette bonne balance en ce moment-là dans ma genre jeune carrière, là. Et là, Métro, ça a été annulé à cause de la Covid. Est-ce que ça revient cette année? Non, je crois que c'était... Ça a été annulé, ben pas à cause de Non, justement, ça a été annulé je crois que cette année, il n'y aura pas. Hein. 2 fois, mais il n'y aura pas cette année, mais c'est juste dû à... Je pense que c'est un truc de contrat, je pense, parce que ça a été racheté par Evenco qui prend en charge genre, vraiment l'industrie de la musique en fait au Québec, là. Et festival de rap, est-ce que tu as des choses qui sont prévues cette année? Tu vas en faire un peu ou... J'ai quelques trucs de prévus. Pour vrai, c'est beaucoup de trucs de dernière minute. L'an dernier, j'avais fait un festival de musique électronique à Ottawa qui s'appelle Escapade. Et ça, c'est pas du rap du tout. Ça, c'est vraiment des DJ, là. Donc, vraiment de la musique électronique, EDM, électro. Ça, c'était vraiment hors de ma zone de confort et tout. Parce que je suis tellement habitué à avoir du rap. Et là, le DJ, tu vois, il veut juste rester derrière son booth. Et toi, le nombre de shots que tu peux avoir, c'est sûr, ça. C'est c'est vraiment différent que le rap parce que le rap, l'artiste il bouge, il est très peu de actif et mouvement, tout. ouais. Le DJ il reste derrière la scène et tu sais, de temps en temps il fait des mouvements de bras. Donc là il faut que tu sois vraiment créatif niveau shot. Donc j'avais fait ça l'an dernier et ça j'avais eu le contrat peut-être comme on m'avait demandé comme 2 semaines avant. Donc ça se peut que je fasse des festivals cet été que je ne sache même pas encore. Donc c'est beaucoup de dernière minute. Ok. Mais pour le moment j'ai peut-être 1 ou 2 trucs de planifier, ouais, seulement. Et comme style justement de rap, qu'est-ce que tu aimes écouter? Parce que Euh, moi je suis un peu de la vieille école, Ouais, ouais, j'en ouais, écoute ouais. encore aujourd'hui, mais je suis très peu calé, je connais pas en fait la scène montréalaise du Ouais, tout. ouais, ouais. Bonne question. J'écoute vraiment la scène américaine surtout.
mais pas le rap mainstream, tu vois, pas celui qui passe à la radio et tout. J'aime creuser et écouter du rap underground, on appelle ça. Donc, qui est moins apprécié par la scène populaire, tu vois, mais qui est vraiment genre, il faut que tu creuses pour trouver les bons morceaux, tu vois. Donc, vraiment, genre, du rap underground, c'est ça qu'on appelle américain. Pourquoi underground? Parce que ça passerait pas à la radio? Parce Non, que c'est ça, parce que ça n'a pas le ben, en anglais, on dirait mainstream appeal, genre ça n'a pas comme... c'est trop... On dirait que c'est trop niché pour la radio, tu vois, ça n'a pas comme le côté pop un peu, genre... Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que le côté un peu pop, mainstream, genre ce qui passe à la radio, moi personnellement, mes goûts, c'est vraiment pas... C'est trop basic, tu vois, c'est trop commercial presque. On dirait que c'est fait pour être à la radio. Genre, j'aime un son qui est niché. Genre, c'est dur à dire, c'est vraiment... Mais je comprends ce que tu dis parce que j'ai un peu lâché ce genre de musique-là à cause de ça. Moi, Ouais, c'est ça. les autotunes et tout ça, ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. Ouais. Je trouve par contre qu'on revient un peu à quelque chose de plus, peut-être je me trompe, à quelque chose de plus basique maintenant. On revient un peu à un son qu'on retrouvait, je trouve, au début des années 2010, tu vois. C'est possible, ouais. Bah d'ailleurs, tu prends les gars comme Eminem, ils ont toujours la cote. Hein. Ah ouais, Ils sont toujours non, super écoutés. C'est un son qui vieillit bien malgré tout. Ouais, bah quand t'es une légende comme Eminem, c'est sûr que même les jeunes aujourd'hui ils l'écoutent encore, même si c'est pas nécessairement de leur temps, là, Eminem. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a du respect et tout, que les gens écoutent encore aujourd'hui, là, c'est sûr. Ouais. Donc, selon toi qui connais bien l'univers du rap, c'est quoi qui a changé dans le son? Qu'est-ce qui est différent? Je citais l'autotune là justement. Mais c'est quoi les différences qu'on peut retrouver justement avec quelqu'un qui est à la mode aujourd'hui sur la scène américaine par exemple et quelqu'un qu'on écoutait il y a 10 ans? C'est sûr que ben, l'autotune c'est une grosse partie là c'est presque que ça, c'est rare que tu trouves quelqu'un qui n'utilise pas d'autotune. Mais le son est tellement niché, c'est vraiment tu pars dans des sonorités genre super aiguës, super graves, et c'est surtout dans les prods en fait, les comment t'appelles ça, ben, l'instrumental, les beats. Ouais. Les beatmakers, les producers, ils vont dans des trucs qui dépassent vraiment ce que t'aurais pu ce que t'aurais pu en fait penser ce qui allait exister il y a 10 ans. Genre c'est vraiment genre super futuristique dans des sons genre robotiques, genre mécaniques presque. C'est comme vraiment des sonorités genre folles là, comme on dirait que t'es comme des trucs presque genre en mode extraterrestre là, comme c'est sûr que des gens qui écoutent pas ce genre de rap, ils seraient comme dégoûtés là, et je le comprends parce que des fois c'est vraiment genre ils poussent les barrières et tout là. Tu penses à qui par exemple quand je pourrais dire des noms, mon éducation. Je pourrais dire des noms, mais je pense pas que tu connaîtrais. Il y a un rappeur en ce moment, Ken Carson, son nom qui dépasse, qui a un son super genre super reconnaissable, mais c'est genre l'autotune est faux, et comme c'est les beats en fait, ça a des 808, tu sais, la basse, la bass en fait, genre super distorsionné au max là, vraiment comme pour avoir cette ambiance juste pour que tu joues en fait à un concert et qu'il y a vous appelez ça des pogos, je pense, les Français, des mosh pits, les pogos, c'est plus un gros, c'est plus dans le monde du du rock, genre? Du rock, ouais. Ben, au rap, en fait, dans le rap aussi beaucoup, là, des mosh pits, en fait, on dit c'est comme, tu sais, des cercles, et les gens se font juste se foncer dedans. c'est juste en mode, genre, les gens, ils font de la musique maintenant pour pouvoir les performer en concert, et genre, que ça se fonce dedans, et que ça soit juste l'énergie soit au max, ça distorsionne tes oreilles, là. Et ils sont comment, toi que t'écoutes à la radio, par exemple, c'est que tu vois sur scène, c'est quand même des performeurs en termes de voix et tout, vu qu'il y a moins de possibilités de trafiquer les voix, les arrangements. Est-ce que ça reste quand même des bons choix? Ouais, c'est sûr c'est sûr que les choses sont bonnes au niveau énergie, mais au niveau musical, au niveau voix, par exemple. Niveau voix, c'est sûr que les concerts de rap, c'est connu pour que en fait la track joue et que eux ils fassent juste de temps en temps dire un mot et là, mais tu sais ils rappent presque pas là, c'est genre des fois ils disent un mot, mais le principal, ce que t'entends là, c'est des speakers qui jouent la musique en arrière-plan là. Donc il y a presque aucun effort là dans le monde du rap niveau genre rapper en tant que tel au festival. Mais c'est sûr que l'énergie est là, tu vois, les rappeurs ils sautent dans la foule. Ces jours-ci au festival, il y a plein de pyros, il y a du feu, il y a de la fumée, c'est comme. C'est un vrai show. Ouais, c'est fou, le sol il tremble, là, vraiment. Il y a des gens dans des festivals, les villes à côté, pas les villes à côté, mais les gens qui habitent dans les alentours des festivals, ces jours-ci ils disent qu'ils entendent le sol genre vibrer et tout, parce qu'il y a tellement d'énergie et tout dans le rap, dans les concerts de rap. Là, je peux nommer des gens genre Travis Scott, Playboi Carti, ça c'est des
des gens en ce moment qui sont super populaires et tout chez les jeunes, mais qui amènent l'énergie au festival comme t'as jamais vu. Là, c'est vraiment comme le sol tremble. Là, c'est comme Est-ce c'est que fou. je reviens encore à Eminem, Ouais. à ce genre à cette époque-là, tu sais, Ouais. IAM, tu sais, tous les grands groupes français, même de rap et tout ça, qui étaient très 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 picky sur les textes, et qui avaient un flow souvent assez Ouais, ouais, impressionnant. ouais. Eminem, il a un flow Ah ouais, qui est clairement, incroyable. c'est fou. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que les gens viennent rechercher? Parce que moi, je me souviens, Eminem, la première fois qu'on a Ouais, entendu ouais, ouais, ça, ouais. on comprenait Non, pas c'est un mot fou. de ce qu'il disait parce qu'on était en France, on parlait pas anglais, Mhm. nous, ou très mal. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais par contre, c'était hallucinant d'écouter ce qu'il était capable de faire, quoi. Mhm. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a encore que les gens écoutent, mais la jeune génération, la nouvelle, c'est vraiment pas. Genre, les paroles en tant que telles, c'est peut-être les paroles les plus paresseuses que tu verras jamais. Genre, il y a presque aucun effort mis dans les paroles, c'est toujours les mêmes choses qui se disent, toujours les mêmes termes qui se répètent. Les flows aussi, c'est pas quelque chose de super créatif non plus. C'est sûr que ça en existe encore, mais les nouveaux rappeurs que les jeunes écoutent, c'est vraiment beaucoup plus lazy, c'est vraiment beaucoup plus paresseux. Il y a vraiment beaucoup d'efforts dans ce qu'ils disent, mais les jeunes, ils s'en foutent de ça, je pense, ces jours-ci. C'est pas ce qu'ils recherchent. Ils veulent juste le vibe, tu vois. Ils veulent juste comme que l'énergie que ça amène, ça te fasse sentir quelque chose. Et c'est juste les mélodies, peut-être plus ce qu'ils recherchent, et surtout le beat en tant que tel derrière, là, la prod. Ça, en fait, si la prod est bonne, la plupart du temps, les jeunes, ils vont aimer. Parce qu'en tant que tel, les rappeurs, ils mettent presque aucun effort maintenant dans les flows. Genre Eminem et tout, c'est sûr que c'était calculé et tout. Toutes Ouais. ces paroles, ils savaient ce qu'ils disaient et tout. Mais les rappeurs de nos jours, ça répète toujours les mêmes mots, ça crie, tu vois. C'est sûr que c'est moins d'efforts qu'avant, mais les jeunes aiment ça marche. Et même moi, je suis coupable, j'aime ça aussi de temps en temps. Et si t'avais l'opportunité là aujourd'hui, Ouais, que ce soit du rap ou pas ouais. d'ailleurs, avec qui t'aimerais bien travailler? Qu'est-ce que t'aimerais enregistrer comme clip? Ah, bonne question. Niveau artiste, Lil Uzi Vert, c'est le nom d'un artiste de ma génération surtout, mais ça, c'est mon artiste préféré de tous les temps. Donc, c'est sûr que bosser avec lui, ça serait cool. Mais en regardant ses clips, c'est sûr que niveau créatif, je sais pas à quel point je pourrais le pousser à, tu vois, faire quelque chose à mon goût, tu vois, où je pourrais comme construire un concept vraiment cool. Mais si je devais nommer Est-ce que quelqu'un, c'est un gars déjà qui a beaucoup de clips déjà de fait et tout ça? c'est quelqu'un qui a beaucoup de clips, mais les clips en tant que tel, c'est pas fou, tu vois, c'est vraiment presque du run and gun souvent, tu vois, c'est pas. Genre, j'adore sa musique, mais niveau créatif, je sais pas à quel point je pourrais l'amener un peu dans mon monde, tu vois. Mais si je devais nommer quelqu'un qui est super créatif et qui sa direction artistique en tant que tel comme artiste est folle, c'est quelqu'un qui s'appelle Young Lean. C'est un artiste suédois qui a percé quand il avait, je pense, genre 15 ans. Et là, à ce moment-là, il a comme 23 ans, je pense, mais c'est du rap, mais très niche, là. C'est très. Je sais pas comment Moi, ça l'expliquer. m'intéresse, j'irai chercher ça. Ouais, ouais, c'est comme du cloud rap, on appelle ça. C'est très mellow, c'est très. Des prods qui sont très futuristiques, mais bref, ses vidéoclips à lui sont énormes. Donc si un jour je serais capable de faire un clip pour Tu, lui, ça serait pour lui, je pense. comment Pour un tu artiste. serais capable de les contacter ces gens-là ou t'aimerais ça? Ouf, je pense que pas à ce point-là, mais éventuellement. C'est trop gros déjà, tu C'est penses? trop gros déjà, je pense. Ouais, pas encore, mais je pense que éventuellement, pourquoi pas, moi je serais chaud, faudrait que je continue à bosser, par contre, que je construise mon portfolio, mais non, éventuellement. Mais si tu devais le contacter lui, tiens, justement. Ouais, Tu le contactes lui, ok, t'as réussi à l'avoir. ouais. Qu'est-ce que tu lui proposerais Ouf, bonne question. comme idée créative? Vas-y, sois créatif. Je pense que je pourrais faire n'importe quoi, pour vrai, je pourrais l'amener dans son monde. C'est quelqu'un qui est super vulnérable, lui, en tant qu'artiste. C'est quelqu'un qui a pas peur de se montrer. C'est très abstrait aussi, ses vidéoclips. Moi, j'aime l'abstrait, j'aime le psychédélique, j'aime ce qui est un peu. Ça fait pas nécessairement de sens, mais esthétiquement, c'est beau, tu vois. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être niveau accessoire, niveau décor. Tu chercherais plus Niveau l'esthétique effet. à l'histoire que ça raconte, en fait. Je pense plus, ouais. J'ai toujours été comme ça, en fait. On dirait c'est cool d'amener une petite histoire, d'amener quelque chose de plus narratif dans tes vidéoclips. Mais pour moi, tant que l'esthétique est là, tant que visuellement ça raconte. En fait, il y a une histoire qui se dit à travers les visuels, tu vois. Que ce soit pas besoin que ce soit narratif, tu vois. Si c'est esthétique, si c'est beau, en fait, ça peut te toucher, ça peut raconter une histoire en tant que telle. Donc, je l'amènerais plus dans ces eaux-là, je pense. Mais le contacter, c'est une autre histoire. Là, je pense pas que ça serait possible en ce moment parce il est gros, tu vois. Il est vraiment. C'est loin encore, mais non, un jour, j'y arriverai, certainement.
Et t'as jamais tourné aux États-Unis, t'es jamais. Ouais, j'ai déjà tourné aux Ah, aux États-Unis. États-Unis Ouais, aussi, ouais. ouais, avec Montreal, justement, pour qui je travaillais pendant les 2 dernières années. Là. C'est sûr, pour eux, je faisais des vidéoclips de temps en temps, mais je faisais surtout du montage devant un ordi et tout dans leur bureau toute la journée, ce qui était cool. Mais justement, c'est peut-être une des raisons pourquoi je suis parti, parce que c'était plus vraiment créatif comme j'aimais. Je faisais beaucoup du travail, c'était assez redondant. Mais pendant mon temps là-bas, j'ai pu faire peut-être 6 7 vidéoclips. Et eux, puisqu'ils sont très. Leur niveau de notoriété est quand même assez élevé aux États-Unis, ils ont pu. Tu sais, ils ont vraiment beaucoup de connexions et à travers les années, ils ont fait des entrevues avec les plus gros noms du rap américain. C'est quand même facile d'accès, travailler pour eux. Donc, en voyageant aux États-Unis, on est allé à LA justement il y a un an exactement, je pense en mars 2022. 2023, désolé, on est en 2024. En mars 2023, et on a fait des vidéos avec des gens là, des gars là-bas, donc j'ai pu bosser là-bas aux États-Unis avec eux. Là, C'était pareil, cool. tu es un peu. Là, c'était plus run and gun. C'est sûr que on essayait de rendre ça le plus conceptualisé possible et le plus cool possible, mais puisqu'on restait 10 jours et on voulait faire comme 6 vidéoclips en 10 jours, il fallait quand même qu'on fasse ça vite, qu'on trouve des spots où filmer. C'est sûr que quand tu viens pas d'un pays ou d'une ville, c'est dur créer un concept et créer un monde, quelque chose de super calculé. Donc c'était un peu plus à la run and gun, mais je suis très fier des clips qui sont sortis pour vrai. C'était cool, et c'était cool de travailler avec des artistes que j'écoutais de base en fait. C'était surréel presque. C'était comme quelqu'un que je voyais sur mon écran et que j'écoutais dans mes oreilles. Finalement, je le vois en personne et je suis capable de créer quelque chose pour lui. Ouais, c'était vraiment une bonne Puis t'as pas expérience. la barrière de la langue en plus, t'as un très Non bon plus, anglais, donc ça, exactement, c'est sûr que ça exactement. aide beaucoup. Et c'est sûr que j'étais quand même supporté par la compagnie avec laquelle j'étais, qui a un bon niveau de notoriété. Donc, j'étais quand même bien encadré aussi, tu vois. Il y avait comme un niveau de respect avec l'artiste. Parce que c'est sûr que le monde du rap, c'est connu que le respect, des fois, c'est pas comme. Il est pas bien là, des fois, tu vois. Il y a cette question d'ego et tout. Il y a Mhm. beaucoup de situations avec des vidéastes. Qui se sont fait scammer, mais pas scammer, mais ouais, scammer, mais aussi comme ouais, tu vois, les rappeurs, c'est pas nécessairement les plus respectueux non plus, là, tu vois, donc ça dépend de qui, évidemment, c'est du cas par cas, mais j'étais quand même chanceux d'être bien encadré et j'ai eu des bonnes expériences en film aux États-Unis. C'est un univers que t'aimerais continuer à suivre, même quand tu seras un peu plus Certainement, vieux et tout ça. T'aimerais continuer quand même là-dedans un peu, ouais. certainement, ouais, le vidéoclip, certainement. Le vidéoclip de rap, je sais pas, parce que, à mon avis, il y a quand même des barrières. Il y a comme un palier à un moment donné, comme. Tu peux pas le parce que le rap, c'est cool, mais je sais pas à quel point tu peux être créatif dans le rap. Tu vois, il y a comme, Mhm. on dirait qu'il y a un palier, tu vois, ça s'arrête à un certain point. Et les rappeurs aussi, ils sont connus pour être pas nécessairement les plus ouverts et tout aux idées. Ils aiment les trucs qui les mettent en valeur plus et qui les rend cool un peu, tu vois. Genre ils sont, la plupart du temps, les vidéos de rap, ce que tu verras, c'est le rappeur qui est là, il y a comme ces gars derrière, ils sont en train de fumer et comme, ils sont comme tout en noir et tout Ce avec qu'on une a l'impression capuche. d'avoir déjà vu, en fait, C'est du déjà vu et c'est des fois, flat quoi. et ça me tente pas de faire des trucs comme ça. Ça m'est pas arrivé. J'essaye de m'écarter le plus possible dans ça créatif. C'est un challenge en tant que tel de devoir amener le rappeur dans un univers peut-être qu'il est pas confortable nécessairement. Donc on verra pour les vidéoclips de rap. Le rap en tant que tel, juste pour l'écouter, ça c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est sûr que les vidéoclips un peu plus genre alternatif, rock, genre indie un peu, je pense que ça me permettrait d'ouvrir des barrières créatives encore plus grosses que le rap là. Puis t'aimerais aller vers quoi, par exemple, une fois que tu vas avoir fini tes études, tu parlais d'un an et demi encore ou 2 ans. Ouais, ouais. Est-ce que t'aimerais rester dans le clip ou est-ce que t'envisages d'aller Hmm. plus Bonne vers du question. cinéma ou... Bonne question, parce que pour le moment, le cinéma, c'est quelque chose que je suis certainement ouvert à m'aventurer là-dedans et tout dans le futur, le court-métrage et tout. Mais bizarrement, contrairement à l'opinion populaire des jeunes de mon âge et tout, dans mon programme surtout, c'est pas quelque chose qui m'attrait plus que ça. On dirait que ça m'appelle pas. Je serais très ouvert et tout éventuellement. Mais pour le moment, je suis tellement dans le monde du vidéoclip et j'adore ça pour le moment que c'est pas quelque chose que j'aimerais lâcher. Et en général, moi dans la vie, je suis quelqu'un qui aime pas trop me projeter trop loin, essayer de voir trop loin. J'essaie juste de me concentrer sur le moment présent, sur ce qui se passe. Et si le moment présent et ce qui se passe en ce moment dans ma vie, ça m'intéresse et j'aime ça, ben, je vais continuer avec ça pour le moment. Et Donc, pour le moment, c'est le cas. Donc, donc si je te demandais comment tu te vois dans 5 ans, c'est dur à dire. t'as pas vraiment d'idée, quoi. Pour vrai, cette question, c'est quelque chose que je sais jamais répondre. Pour vrai, je pourrais te dire, genre, même se mettre des buts pour l'année, comme j'avais fait ça l'an dernier, je pense que je me suis mis des buts comme en début d'année. Je me suis dit, ah, cette année, je vais faire ça, ça, ça. Et là, je suis revenu sur cette liste-là en fin d'année. Et soit.
c'est même pas des trucs. Mes buts ont changé au cours de l'année. C'est des trucs que je regarde et je suis comme. Ça, c'est même pas quelque chose qui m'intéresse non plus. Donc, je suis tellement en train de me découvrir en plus moi-même que me regarder dans 5 ans, c'est même pas quelque chose que je suis en train de penser activement. Je suis tellement dans le moment présent et tout. Je regarde peut-être dans les 3 prochains mois ce que j'ai à l'agenda, mais à part ça, je laisse ma vie un peu me guider, tu vois. Ouais. J'ai toujours été comme ça un peu. Et autre question qui me vient comme ça, est-ce que dans le contenu, dans ce que tu regardes, est-ce que tu es plutôt un gars de films, de cinéma, de séries, ou tu es un mangeur de YouTube et ça prend des... Surtout YouTube, et je pense que ça vient de justement mon côté YouTuber que j'avais quand j'étais jeune. Et j'ai juste continué un peu avec la culture YouTube et j'aime regarder des vidéos YouTube. C'est sûr que c'est pas super créatif, c'est du contenu un peu genre. Tu sais, j'essaie juste de regarder des trucs drôles et tout des fois. Mais le cinéma, de plus en plus. Je sais pas, j'ai jamais été super cinéphile non plus. C'est sûr que quand je vais au cinéma ou si je regarde un film avec ma famille et tout, on se pose dans le salon et on regarde un film. Ça m'intéresse, c'est cool. Mais on dirait qu'il faut que je trouve le temps de regarder un film. Est-ce que c'est un truc de génération, ça? Parce que j'ai l'impression Oui, qu'aujourd'hui, non. c'est plus difficile de faire tenir, je vais encore dire les jeunes, j'ai encore passé pour un vieux, mais les plus jeunes C'est vrai, devant 1h30, 2 heures de contenu. c'est vrai. Est-ce que ça vient du fait de scroller en permanence? C'est sûr que subconsciemment, oui. Je pense pas que je suis nécessairement dans cette catégorie-là. Genre, je suis capable de me poser 2 heures et regarder un film. Mais t'aimes pas ça, quoi. Mais c'est pas que j'aime pas ça. J'aime ça quand je le fais. C'est juste, il faut. Dans ma tête, je trouve l'excuse de devoir trouver le temps de le faire. Et je sais que c'est important parce que les films, c'est ce qui amène l'inspiration. C'est super important tout dans la culture et tout. Et dans mon programme, c'est tous des cinéphiles et tous les étudiants. Mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment un questionnement intérieur que j'arrive pas à résoudre. Pourquoi est-ce que je suis pas plus cinéphile que je devrais l'être, peut-être, on dirait. On dirait que comme mon entourage un peu pas me force à l'être, mais on dirait que tout le monde l'est, que des fois je me demande, c'est comme, est-ce que je devrais l'être plus que ça? Mais on dirait que ça m'attrait pas plus que ça. Par contre, les vidéoclips, ça c'est quelque chose que genre je pourrais regarder toute la journée sur YouTube, c'est sans cesse là, genre j'ai des micro-analyses, je suis des pages sur Instagram qui analysent les vidéoclips, quelles lentilles ils ont utilisé, des entrevues avec les réalisateurs. Je sais pas pourquoi, mais le vidéoclip pour le moment c'est quelque chose qui j'adore. C'est ton monde. C'est mon monde et je pense que ça vient juste simplement de mon intérêt avec la musique en général, que ce soit le rap ou non. Évidemment, j'écoute plus que du rap. Mais j'aime tellement la musique de base que voir en fait les formes de vidéos qui supportent ces tracks-là, ces musiques-là, c'est fou pour moi, c'est fou. Comme j'adore. Et Et le documentaire, un peu, est-ce que ça aussi, j'aime bizarrement un peu plus que le cinéma presque. Parce que des fois, c'est quasiment des durées presque, ouais, c'est ça. qui sont des films. Les documentaires, j'adore regarder des documentaires. Ça aussi, il faut que je trouve le temps d'en regarder, mais quand j'en regarde, sérieusement, j'apprécie. C'est quelque chose qui, je sais pas, ça, peut-être c'est le côté plus moins pas vrai parce que c'est narratif quand même les documentaires, mais moins, c'est plus tu parles de quelque chose de réel, tu vois, et tu peux un peu le construire comme tu veux niveau montage, le documentaire. Parce que paradoxalement, je trouve on trouve plus le temps de regarder un film de 2 heures. Tu vois Martin Scorsese, par exemple, les derniers films sont super longs, plus de 3 heures, et tu te dis toujours, j'aimerais le voir, mais quand est-ce que je vais trouver le temps de faire ça? Et à côté de ça, t'as une multiplication de séries, de mini-séries, on va dire les séries tout court, qui vont t'emmener sur, je sais pas moi, 10 épisodes, 8 saisons de 10 épisodes. Et t'as l'impression que ça pose de problème à personne. Les gens sont plus capables de regarder un film de 2 heures, mais une série, par exemple, de centaines d'heures, finalement, ça marche. Quoi. Je pense que c'est parce que techniquement, ça équivaut au même qu'un film, ou même plus. Bah, souvent plus, une série. Souvent plus, ouais. Mais je pense que c'est juste parce que c'est en tranches. C'est en chapitres, presque, c'est en épisodes. Ça se consomme tellement plus facilement. Psychologiquement, ça paraît moins difficile. C'est ça. Allez, j'en ai fait un, pourquoi pas en bouffer un autre, et boum, un troisième. Et là, t'es rendu à 4 heures de visionnement et tu le réalises même pas, tu vois. Ouais. Je suis même pas un gars tant série que ça, c'est sûr que j'en ai regardé. Mais c'est sûr que ça... Pour les gens de notre âge et tout, c'est du contenu en vitesse comme ça que ça se mange les séries là, plus qu'un film en fait. Allez, donne-moi un film que t'adores quand même, vas-y. Ouais, clairement. J'aime, en fait, j'ai plusieurs genres. Si je devais dire comédie, c'est peut-être mon genre préféré. Même si créativement, les shots c'est pas énorme, les comédies c'est pas super cinématique. Je sais pas, j'adore rire. Game Night, je sais pas si tu connais, c'est américain. C'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est des amis en fait qui se rassemblent en fait pas tous les soirs mais quelques soirs par semaine et tout qui font des game nights, tu vois, ils jouent genre Monopoly ou je sais pas quoi, et en fait c'est ça, il y a un truc qui se passe où il y a un des amis
C'est qui, pas avec Jason Bateman? Oui, 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 Ah, oui, ouais, ok, oui, si, oui. je l'ai vu. Ok, je l'ai vu. Ah, moi, je trouve ça trop drôle, personnellement. C'est ça, en fait, ça devient réalité et tout. Il y a un meurtre, un truc du genre. Et, Exactement. c'est trop drôle. Moi, j'adore. Sinon, I Love Dogs, c'est un film de Wes Anderson. C'est animé, mais c'est des chiens. C'est au Japon. Je suis un fan absolu. Tu connais I Love Dogs ou ouais, Wes Bah, les Anderson? deux, en fait. Ah ouais, le Wes film, Anderson, j'adore. je suis assez. Le film, je trouve énorme. Genre, niveau esthétique, les titrages, la symétrie. Non, c'est fou. Moi, je trouve ça fou. La musique, je trouve ça énorme Je comme suis film. toujours un grand fan de l'image fixe, en fait, Ouais, 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 et du ouais, côté ouais, ouais. symétrique en caméra Ah, c'est fou. ou en photographie, Ouais, parce que ouais, je viens de là quand même. ouais. Ouais, ouais. Et Wes Anderson, son univers, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Ouais, ouais, non, souvent clairement, non, non, vraiment pas. complètement fou, mais Vraiment j'avoue pas. que. Mais moi, j'adore surtout I Love Dogs. Genre, c'est tellement genre. Je sais pas, les titrages, les petits sous-titres japonais, c'est tellement pensé, calculé. C'est fou, genre, même les personnages, quand ils parlent en japonais et tout, ça fait du bien aux oreilles. On dirait, c'est tellement genre crisp, genre l'audio. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose dans ce film-là qui vient me chercher. Tu me fais une transition toute trouvée. J'avais une question depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que je suis un grand maniaque de ça. Est-ce qu'il y a des sons dans la vie que tu adores et des sons que tu détestes? Bonne question. Vraiment, Sons ça que peut être j'adore. n'importe quoi, hein. Ça peut être Ouais, des sons ouais. de maison, des trucs. Ah ouais. Moi, par exemple, le son des perceuses, tu vois. Les drills, Ok. c'est un truc qui me rend dingue. Fou ou t'aimes ça? Non, je déteste. Ah, tu détestes. Ok, Ça, ok, ça vient ok. peut-être de l'enfance, parce que j'avais un père qui était bricoleur, Ouais, ouais, ouais. et c'est vraiment un son qui vient me chercher. Ah ouais, les sons, bonne question. Pour vrai, je sais même pas. En plus, tu en utilises beaucoup, toi, pour Non, tes je sais, montages. je sais. T'es à fond dans le sound design. J'aime ce qui est texturé. Dans mes montages, la plupart du temps, j'utilise pour supporter mes transitions un peu, genre un cut à un autre. Des fois, je mets un flash ou je mets genre un flare, tu vois, juste pour bien effectuer une transition. Surtout dans mes vidéos de festival, je fais ça et tout, dans mes recaps, dans mes montages. J'aime utiliser des sons de. Des fois, j'ai une obsession avec ça. Je cherche dans ma banque de sons. Et des fois, ça peut juste simplement être genre des touches de clavier ou un clic, une machinerie. Et des fois, juste tu prends ce petit son-là, juste un petit, tu vois, juste un petit comme tu le mets. Et même si ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a sur l'écran, ça supporte tellement bien la transition. Donc tout ce qui est texturé, ce qui est genre des petits clics, des petits genre. Tu t'endormirais le soir avec des petits clics de Peut-être clavier. pas. Non. Peut-être pas, non, mais. Et un son qui vient te chercher, là, qui t'énerve, un truc que t'entendrais des fois, même dans. Oh. Ou justement des choses que t'aimes pas du tout en vidéoclip, des effets faciles que les gens utilisent qui Ouais, vraiment ouais. t'agacent, quoi. C'est dur comme question. Des sons que j'aime pas, je sais pas, mais par contre, des effets que j'aime pas, c'est les effets classiques, tu vois, juste les trucs qui viennent avec les. Je sais pas, moi, je trouve. Juste tout ce qui est vieux et revu, en fait. J'aime moins, en fait. Je suis un grand fan de juste le code simple. Des fois, je trouve que c'est le plus efficace possible. Simplement un code, je pense que ça en dit beaucoup. C'est parfait, je trouve. Des fois, il faut regarder ça simple. Hein. Je pense que dès que tu rajoutes un effet comme un peu trop funky, surtout pour quelque chose qui n'est pas supposé l'être, bah, je trouve ça comme trop. Tu vois, quand tu essaies de rendre ça un peu trop. Je sais pas, t'essaies de mettre trop d'effets pour ce que c'est vraiment. Je trouve ça trop. Je sais pas, ça le fait mal, je trouve. Je sais pas. Okay. Mais par contre, un son que j'aime pas, ça c'est vraiment une bonne question. Il faudrait que j'y pense. Mais je te reviens si j'y pense. Ouais, on le remettra. Ouais, vas-y. On le remettra en commentaire. Cool. Petite question que j'aime bien poser un peu à la fin. Ouais. On sait tous que le monde va s'écrouler, c'est imminent maintenant, ça arrive, ça arrive vite. Si tu devais emporter avec toi juste un album ou juste un morceau, peut-être des fois c'est peut-être même pas tout un album, mais juste un morceau, c'est sûr que ça change et puis il y a des choses qu'on connaît pas encore, mais t'as pas le choix, c'est comme ça, tu connaîtras pas le reste. Ça s'arrête demain là, qu'est-ce que t'emportes? Emporter avec moi genre dans une autre vie, genre il faut que je garde un. Ouais, t'as le droit d'emmener avec toi un album, un morceau. Bonne question. Ou un son peut-être. Ouais. J'aime bien. Si je devais dire, ça s'appelle numéro 3, juste comme hashtag, genre dièse 3, Okay. de Aphex Twin. C'est un artiste qui fait des prods, mais seulement des prods. Il chante pas ou il rappe pas dessus, mais c'est un son, si tu veux, je sais pas si je peux le mettre sur le micro. On peut laisser. Mais c'est un son qui dure, je pense, 8 minutes. Mais c'est super long et genre. Ça se trouve sur quoi? Sur Spotify? Spotify, ouais. Tu écris numéro 3 de Aphex Twin, donc APHEX. On va le faire en live. Ouais. Et c'est un son juste vraiment étendu, long.
Et c'est ça, je sais pas, ça vient me chercher. C'est genre ça. Je pense que ça serait un bon truc de fin du monde. Je pense ça, c'est émotionnel, c'est nostalgique. Je vous l'envoie en arrière. Vous devriez l'avoir. Est-ce que tu l'entends toi? Ouais. C'est ça tout le long. C'est vraiment juste les sonorités. Ah, c'est plus, on est loin du rap. Non, je sais, mais non, c'est presque, t'es dans la musique méditative, dans presque. Mais il fait des prods vraiment plus complexes et tout des fois. Ça c'est vraiment un de ses, je pense sa track la plus connue et tout. Mais il fait des prods un peu plus complexes des fois où il y a vraiment des drums et tout. Mais ça c'est un son, je sais pas, il me semble dans une autre vie, genre si c'était à la fin du monde j'écouterais ça. T'aimerais bien que ça se finisse là-dessus. Ouais, là. peut-être. Remarque, ça serait relaxant, moi j'aimerais bien aussi. Ouais, c'est vraiment déstressé, tu vois. Mais je l'écoute beaucoup, c'est un son très nostalgique, je sais pas, ça vient me chercher. Ouais, c'est très beau. En tout cas, moi, c'est plutôt le genre de choses que j'aime bien écouter maintenant. En fait, j'écoute de tout le temps. Je switch beaucoup de l'un à l'autre. Ouais. Mais j'avoue que... T'écouteras son catalogue, c'est vraiment... merci pour... Ouais, clairement. Je vais essayer de retrouver, peut-être on s'en reparlera après, peut-être mettre des liens pour ceux que ça intéresse. Ouais, bonne idée. Parce que moi, tu m'as appris plein de trucs. Ah, bien sûr, je suis hyper curieux d'aller écouter ce que toi t'écoutes. Certainement. Franchement, merci. Merci à toi. Vraiment chouette de t'avoir eu. Moi, tu me donnes envie qu'on bosse ensemble. Ah oui, clairement. Ça fait longtemps qu'on en parle. On a des univers qui sont un peu différents aussi. Moi, je fais pas trop de vidéoclips. Je suis sûr qu'on peut trouver un entre-deux, c'est sûr. Il y aura quelque chose, une opportunité. Mais j'aimerais ça qu'on partage un peu. Certainement. Moi, je suis ouvert à tout. Je suis prêt à travailler. Pareil, c'est comme pour la musique. Moi, je tourne n'importe quoi. Je fais du documentaire, je fais du corpo. Possiblement, un jour, on va réussir à trouver un bon entre-deux. Le bon moment. Super. On va rester là-dessus, sur numéro 3. On finit là-dessus. Ouais. Merci. Merci à toi. Puis on se retrouve dans 5 ans quand on aura trouvé ce que tu veux faire. On fait ça, on prend rendez-vous. Merci, Lucas. Merci à toi, merci. Ciao. Ciao.